vamos a continuar con la segunda parte de esta celebración y es el turno de presentar a representantes de los comités organizadores de los tres congresos mundiales de transdisciplinariedad que han tenido lugar. Y en primer lugar vamos a tener el del primer congreso y aquí nos van a compartir bueno, sus experiencias y resultados o lo que haya dado como resultado este tipo de congresos. En primer lugar, vamos a presentar a la profesora María Fernández de Melo. Adelante, profesora. El micrófono es todo suyo. Sim. Ahn, Saudações a todos os presentes, a todos que aqui nos ouvem. E eu queria agradecer especialmente à professora Julieta e aos membros dos organizadores desse evento, por me convidarem a participar dessa celebração, tão importante para a transdisciplinaridade. A minha fala será sobre o habitar transdisciplinar. E é com muita alegria que, que espero poder transmitir um pouco do que vivenciei nesse primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. De 2 a 6 de novembro de 1994, na atmosfera íntima, sagrada e de grande beleza do convento de Arrábida, em Portugal, quase 100 pessoas de vários países se reuniram para conversar, elucidar e lançar as bases da transdisciplinaridade, tema que já havia sido trabalhado anteriormente por vários dos presentes há 2 décadas. Por convite do Basarab Nicolescu, tive a sorte de estar lá. Nesse momento, meu nome era Maria Fernandes. O silêncio e a natureza de Arrábida, o ar rarefeito, a claridade da luz que irradiava, permeada por uma delicada chuva que abençoava a terra e a vegetação, favorecia a troca de ideias e a reflexão profunda. Convivemos nesses 5 dias, ouvindo as falas magistrais proferidas por poetas, físicos, comunicadores, economistas, matemáticos e mais. Elas se estendiam da astronomia à cibernética, traziam assuntos desconhecidos de muitos e se desdobravam em conversas intensas, calorosas, contundentes, que aconteciam todos os dias, no café da manhã, no almoço, no jantar, durante as sessões que se realizavam em uma única sala pequena, que mal abrigava a presença dos participantes. Este foi certamente um acontecimento apropriador, uma abertura para o novo, momento que fundava algo inédito para o ser-fazer de muitos dos que lá estavam. E assim foi também para mim. Nesse ambiente, quase que como num mundo paralelo, a cada dia, Basarab Nicolescu, Edgar Morin, Lima de Freitas iam redigindo um texto cujo conteúdo, todos os dias, era apresentado, discutido em plenário, o que permitia aos participantes sugerirem artigos, mudanças e ajustes finos, a redação de cada sentença, a escolha de cada palavra, até que ele, finalizado, fosse nomeado Carta da Transdisciplinaridade. Que obra! E o trabalho culminou com 2 envios. O primeiro foi a carta para ser assinada naquele momento pelas pessoas presentes que decidissem adotar esse novo pensar. O segundo foi tornar a carta aberta e disponível para qualquer pessoa que desejasse ser seu signatário. Assim sendo, estava projetado
o nascimento de uma rede transdisciplinar internacional sem fronteiras. A Rábida foi um verdadeiro laboratório transdisciplinar, laboratório entendido como espaço-tempo, ora e labora. Deixo aqui no texto dessa minha fala o nome dos 63 signatários presentes em Arábica, que aqui não citarei por uma questão de tempo. Muitos dessas eminentes, esplêndidas pessoas já faleceram, mas seus exemplos e obras continuam a nos inspirar. Outros, pela idade avançada, ou por condição de saúde, têm uma vida mais reclusa. Contudo, as marcas do caminhar de cada uma delas, através de contatos pessoais, genuínas amizades, inúmeras conferências, conversas informais, congressos, cursos, publicações, têm se mostrado fundante para o exercício genuíno da transdisciplinaridade. Em Arrábida, foi expresso e tornou-se cristalino. Transdisciplinaridade é in vivo, não in vitro. A Carta da Transdisciplinaridade indica como as pessoas ali presentes viram o mundo e ouviram a sua mensagem. O que nela está posto é precioso, orientador e transformador. Desde então, 30 anos decorreram. O mundo mudou. E agora? O que vemos acontecer? O que está presente à vista? Os, o que esses acontecimentos estão nos revelando? Há muita controvérsia do que é transdisciplinaridade e muita confusão do que essa palavra significa. Vemos a transdisciplinaridade ter se tornado uma disciplina, ou ser confundida com a multi- ou interdisciplinaridade. Cada vez que isso acontece, e acontece com muita frequência, ela deixa de existir, perde seu sentido. Outros querem fazer dela uma ciência, onde tudo é objetualizado para ser compreendido a partir de uma subjetivação assentada em algum ismo, seja ele qual for, dependendo do interesse do agente ou da instituição. O elemento central da transdisciplinaridade é a vida, e não o conhecimento de uma matéria, de uma disciplina, de um conteúdo, ditados de fora para dentro, a partir de fanatismos, sejam eles da direita ou da esquerda, políticos ou religiosos, culturais ou institucionais, ou o que mais vocês puderem completar. Isso também acontece quando a abordagem, ainda que eficientes e eficazes, mas nada transdisciplinares, são nomeados e usados como tal, prática comum na educação. Para avançar, certas questões surgem. Como pensar a vida, nossa vida, nesse mundo no qual estamos lançados? Que mudança de pensar faz-se necessário? Como descristalizar em nós mesmos formas de pensamentos que nos seduzem, nos enquadram e nos aprisionam, pelo simples fato de nos terem sido dadas por assim chamados saberes consagrados, ou por uma mídia onipresente e desmedidamente empoderada? O que nos levou a deixar de questionar o significado do que nos chega? Como contribuir para curar o que atinge sem piedade os 5 grupos geracionais que coabitam no século XXI? O mundo vive hoje uma assoladora epidemia mental, incontroláveis taxas de depressão, bipolaridade, déficit de atenção, altos índices de suicídio e mais tantas outras condições desestabilizadoras nos assolam. Se a transdisciplinaridade trata da vida, então ela diz respeito ao ser humano também.
Isso nos leva a formular muitas questões. Quem sou eu? Quem somos nós? O que estamos ouvindo através das informações que nos invadem? O que elas estão nos mostrando? Como ver o que estamos ouvindo? Uma significativa contribuição a ser oferecida pela transdisciplinaridade seria provocar uma mudança do pensar, de modo que seja mais bem esclarecida a condição em que vivemos, o esquecimento do ser e a perda do sentido a que chegamos. Talvez os desafios que nos assolam clamam mais por uma compreensão filosófica de nossa existência do que uma aproximação científica possa ter capacidade de nos dar. Dito de outra forma, atualmente, dois tipos de rigor coabitam. Um deles, que teve seu começo nos séculos XVII e XVIII, com a racionalidade e o iluminismo, é oriundo da matemática, fundado na teoria do conhecimento, no método e apoiado em conceitos, em categorias, na reprodutibilidade, na replicabilidade e na universalidade. Na re... O outro, fundado em uma fenomenologia hermenêutica ontológica, teve seu início no século XX e se apoia na noção de existência, facticidade, cotidianidade, cuidado, pertinência, proveniência, na história, na abertura, nas relações e interações qualitativas no e com o mundo e com o ser sendo. Trata-se aqui de uma aproximação poética no sentido daquilo do que é essencial, mais originário, mais simples, mais genuíno, em afinação com o sou que somos e o silêncio. Então, é nesse caminhando que podemos, a partir de nossa singularidade, de nossas singularidades, ir fazendo nossas escolhas e desvelando e expressando com mais pertinência e propriedade o que é intrínseco à vida. No mundo como ele se nos mostra agora, a urgência transdisciplinar passou a ser a da erupção de um novo pensar, não imposto ou consignado por interesses alheios, mas pela profunda compreensão que emerge ao voltarmos nosso olhar para o ser que somos, pertencentes à sacralidade de existir e à função de servir. Sem saber, nos distanciamos do que é mais íntimo o que é mais íntimo e ações que partem desse distanciamento e esquecimento do ser nos levam a desencontros e calamidades que se sucedem e multiplicam, tanto no âmbito pessoal como no socioeconômico, político, cultural e educacional. O pensar imediatista, quantitativo, que tem a sua função específica, pragmática e necessária no nosso existir e no qual estamos imersos, é favorecido por discursos e recursos de imagens lindas e mentirosas, que vendem tentadoramente ilusões que nos fascinam e dominam, nos distanciam de nossa essência. Ele substituiu quantidade por qualidade, comprimiu nosso espaço-tempo, nos inundou de fake news e de reels irrelevantes e inúteis, exacerbou nossa virtualidade e nos desenraizou do nosso habitat interior. O dis e o des, ou a dis e o desumanização de nós mesmos é o acontecimento mais cabal que estamos vivendo, sem nos darmos conta. Ele nos deixou inaptos a tornarmos decisões que facilitem atualizarmos possibilidades salutares e benéficas. A dis e a desumanização do humano tem se dado através de uma enorme gama de erros, equívocos e enganos, dentre eles, pela ausência da alteridade,
pelo nosso falar e comunicar desvairado, banalizado, trivial, desconexo, sem compromisso e pela banalização da linguagem, bem como pelo pensar que não pensa o ser. Se a transdisciplinaridade é em vivo, talvez a partir do legado de seus precursores e visionários, nos seja possível avançar. É necessário avançar. Sentimos que a vida está em constante movimento, cheia de incertezas, onde coabitam luz e escuridão, os reinos animal, vegetal, mineral e o ser humano, que no seu percurso entre nascimento e morte, durante sua finitude, deve se transformar, ao ir se desenvencilhando das armadilhas de um todo rude, inóspito, turbulento, rumo a uma abertura que possibilite adentrar e sustentar um novo pensar e agir que lhe devolva a dignidade, a harmonia e a liberdade que, por natureza, somos. Partícipe do enigma e do mistério de viver. Isso nos demanda aprender a pensar, aprender a ser presença sagrada. E é na experiência em vivo, na lida da vida, que podemos experimentar e atualizar nossas melhores possibilidades. Vir a ser o que somos, sagrados desde nossa origem. Tentar, nesse sentido, é ir contra a corrente? Sim. Isso é fácil? Não. Entretanto, o sufixo trans, enquanto entre, através e além, já nos anuncia e acena a possibilidade da transformação. O tempo da transdisciplinaridade urge. E para não concluir, deixo aqui duas poesias escritas por dois poetas visionários que estiveram presentes em Arrábida. Uma delas é a poesia de Roberto Roa-Ross. Diz ele: a vida tem uma música de fundo. Nada pode reconhecer sua origem, mas às vezes parece que recordamos de sua melodia. Talvez isso basta para nos sentirmos completamente estranhos, apesar de que todas as músicas eclipses como sóis impotentes nos trágicos subreptícios dos espaços do som. A outra poesia, escrita também por uma das grandes pessoas presentes na Rábida, é uma poesia do Michel Camus, e ele fala: escute-nos, ele te escuta, como se ele fosse teu sopro. Olhe-o, ele te olha, como se ele fosse teu olhar. Se dele nos aproximamos, ele se aproxima. Se dele nos afastamos, ele se afasta. Se nele nos enraizamos, ele em nós, é em nós que ele se realiza. Signo extraordinário do maravilhamento, o silêncio. Muito obrigada a todos os presentes. Muchas gracias, querida profesora María Fernández de Melo. A continuación, damos la palabra al profesor Marc de Bono para que nos comparta también su experiencia acerca del primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. Adelante, la palabra es suya, profesor. Muchas gracias. Ah, là, c'est correct. Si vous pouvez revenir au début. Merci. Vous m'entendez? J'ai plus de son. Je n'ai pas de son. L'affichage est correct, mais je n'ai pas de son.
Mariana, ¿se me puedes Ah, traducir lo que dice el profesor, por ok, favor? ça y Sí, est. sí, tenemos un problema de son. Non, c'est bon là, ça y est. Ahora está bien. Vamos a Euh, empezar en el slide 2. Pouvez revenir au début, s'il vous plaît? Première diapositive. La primera, por favor, Fermín. Je dirai au fur et à mesure. Voilà. Bon, merci. Donc, vraiment désolé de ces problèmes techniques. Normalement, ça partage très facilement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, peu importe. Je voulais dire que j'étais très honoré de participer à ce premier congrès d'Arabida et que donc j'ai voulu donner un témoignage un peu plus personnel, étant sur place. Donc, tout d'abord, le contexte. Le contexte, effectivement, c'est de Lupasco à Nicolescu, il n'y avait qu'un pas. En réalité, le contexte des années 90, c'était d'abord une sortie marquée du cartésianisme et donc de la binarité, avec notamment la création de groupes interdisciplinaires, notamment tel le GIS qu'on pouvait trouver au CNRS. Le deuxième point, c'était mon approche de la TD était encore embryonnaire et donc il y avait tout d'abord un observable, c'est-à-dire l'extraordinaire plasticité du cerveau humain, mais en même temps, j'ai ressenti les limites disciplinaires de la neurobiologie en tant que discipline alors que les neurosciences dans leur ensemble touchaient l'inter et la pluridisciplinarité. Deuxième point, c'était la formalisation d'un nouveau concept de plasticité de nature épistémique, c'est-à-dire qui s'adressait vraiment à une propriété fondamentale de la matière et non pas simplement un aspect esthétique ou fonctionnel, et qui n'a cessé de s'enrichir depuis. Et troisièmement, une recherche transdisciplinaire de terrain avec la fondation du groupe des plasticiens ou GDP, qui était un groupe transdisciplinaire expérimental autour des processus de l'évolution. Parallèlement à ça, j'étais dans l'écriture de l'ère des plasticiens, donc un livre, donc un essai qui a été publié en 96. Dans la poursuite de cette écriture, j'ai découvert Lupasco, j'ai découvert la logique des contradictoires et le tiers inclus, et j'ai été rencontrer Alde Lupasco, sa fille, à Paris, qui m'apprend la disparition de son père quelques années seulement auparavant et m'oriente naturellement vers Bazaram Nicolescu. Rencontre essentielle, bien entendu, avec Bazarab et évidence de la convergence entre les fondements de la transdisciplinarité et l'effectivité du concept de plasticité décliné donc sur le terrain. Prochaine diapo. Alors, le GDP, voilà, pour vous donner une idée très rapidement à ceux qui ne connaissent pas, donc c'était un groupe de recherche expérimentale qui a été également créé en 94 dans le but d'établir des protocoles transdisciplinaires vraiment visant à comprendre ces processus de l'évolution. Vous voyez ici les membres fondateurs. Malheureusement, parmi les membres d'honneur, c'est ça que je voulais relever ici, c'est notamment que beaucoup ne sont plus avec nous, mais nous avons la grande chance d'avoir aujourd'hui et d'avoir eu aujourd'hui en live donc Edgar Morin et Bazaram Nicolescu. Diapositive suivante. Próxima, por favor. Un exemple de type de protocoles transdisciplinaires expérimentaux qui ont été utilisés dans ce groupe était justement de partir des sciences, des sciences donc disciplinaires et d'aller vers justement une interaction étroite entre par exemple la physique et la psychologie expérimentale, les arts et les neurosciences, la paléoanthropologie et les mathématiques avec des modélisations et des études autour par exemple de la posturologie qui impliquaient aussi bien de l'ostéopathie, de la paléoanthropologie, de la médecine expérimentale, de la modélisation mathématique. Diapositive suivante, Próxima, por favor. s'il vous plaît. Alors, le premier congrès mondial transdisciplinarité, bien sûr, voilà, ici, c'est juste vous donner un aperçu, donc évidemment, à la fois donc, de la Commission nationale de l'UNESCO qui a contribué, du groupe transdisciplinaire de l'UNESCO, l'Université internationale de Lisbonne et le comité éminent, comité international, où on retrouve des grands noms comme bien sûr Abdus Salam, Francisco Varela, Peter Brook, René Berger, Ubiratan d'Ambrosio, Roberto Ruaros, et je ne peux pas citer tout le monde, et le comité national avec notamment Lima de Freitas qui a participé très activement à la constitution de ce congrès. Diapositive suivante. Próxima, por favor. L'ouverture des travaux du Congrès s'est passée donc avec les allocutions de Mario Soares, président de la République portugaise, Bazaram Nicolescu, Edgar Morin, Madeleine Gobel, qui s'occupait de la division des arts et de la vie culturelle à l'UNESCO, et Lima de Freitas. Diapositive suivante. Próxima, por favor. Le 3, la suivante, s'il vous plaît. Próxima, por favor.
le 3 novembre, donc, bon, voilà, pareil, vu le temps imparti, et donc je ne peux pas entrer dans les détails, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de regarder la diversité et la richesse des exposés, donc transdisciplinarité et complexité, par exemple, par Edgar Morin, la transcommunication par Gelfand, les problèmes de transdisciplinarité et mutation de conscience par Carlos Silva, ou encore, bien entendu, l'abord des niveaux de complexité et de niveaux de réalité par Bazarab Nicolescu. Diapositive suivante. Próxima. Le 4 novembre, idem, très très riche programme avec Philippe Kéo par exemple, donc au niveau qui était un des créateurs au niveau de l'INA, donc sur la culture du virtuel, Gilbert Durand autour de l'imaginal qu'on connaît bien, ou encore Solomon Morcus, un éminent mathématicien autour de la typologie justement de la transdisciplinarité, et deux tables rondes, une première sur la transdisciplinarité en actes et une seconde sur architecture et transdisciplinarité. Diapositive suivante. Le 5 novembre, encore plusieurs intervenants, donc notamment par exemple une vision transcendante de la connaissance présentée par le professeur Ubiratan d'Ambrosio avec qui nous avons collaboré au Brésil, le code plastique de la vie que j'ai présenté, et André Jacob vers une éthique transdisciplinaire. Ensuite, plusieurs interventions autour de l'épistémologie transdisciplinaire, et enfin une troisième table ronde sur la transdisciplinarité en actes, avec notamment des témoignages directs, notamment de Ghislaine et Jacques Lafay sur l'écoute du corps, des pratiques transdisciplinaires avec Ruth Escobar et également avec Jorge Brito, et des pratiques transdisciplinaires au niveau de l'éducation notamment. Diapositive suivante. Le 6 novembre, nous avons eu encore de très belles interventions, Eiji Hattori notamment du Japon sur le vide et la plénitude, le paradoxe du rien avec Patrick Paul, l'intervention de Jean-Marc Philippe sur un projet Jardin Terre qui a eu lieu plus tard, et par exemple, évidemment, et ensuite, trois grandes interventions, notamment celle de Roberto Juarros, dont a parlé Maria de Mello, qui est un poète évidemment majeur sur le langage de la transdisciplinarité, et Michel Camus, Connaissance et transpoésie également. Et enfin, vous voyez en rouge donc le charte de la transdisciplinarité. C'est ce jour-là, donc jour anniversaire aujourd'hui, qu'il y a eu à la fois une discussion sur le projet et en même temps son adoption sous sa forme finale. Diapositive suivante. Alors, j'ai voulu donner quelques témoignages. Bon, j'ai pas le temps, évidemment, de rentrer dans les détails. Vous pourrez lire ça en détail puisque le PowerPoint est maintenant en vos mains. Mais en tout cas, je peux citer par exemple Michel Random qui dit: face à une technoculture issue de la pensée scientiste et réductionniste, la pensée transdisciplinaire combat l'enfermement d'une science sans conscience et ouvre un nouveau réel. Bazaram Nicolescu, bien sûr, sur la question d'un troisième terme entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, l'univers intérieur et l'univers extérieur, et l'expérience et la théorie, et bien sûr le sujet et l'objet. Et enfin, Jean-Marc Philippe, cet artiste regretté, qui a dit: de là à dire que Arabida fut Byzance, il n'y a qu'un pas. Dans cette opportunité rare de se régénérer, s'interroger et se redéfinir, la pensée fut abondamment nourrie, les regards réinventés, fortifiés par une exigence retrouvée et un espoir en cette autre chose que porte cette galaxie sans centre qu'est la transdisciplinarité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Próxima, por favor. Alors, mon témoignage personnel, c'est que c'était un congrès d'une intensité, d'une émulation absolument rare, avec une grande diversité, une tension et une puissance des différents contributeurs, allant donc de la verticalité de Roberto Juarros à la pensée complexe d'Edgar Morin, sous l'égide d'un tiers célèbrement inclus en la personne de Bazaram Nicolescu. Dans les brumes du monastère, effectivement, des rencontres inoubliables avec Lima de Freitas, Anthony Judge et différents intervenants dont j'ai parlé tout à l'heure, et surtout le sentiment de participer à un événement majeur, l'avènement progressif de la transdisciplinarité qui, sous l'égide du CIRET, du groupe de recherche transdisciplinaire de l'UNESCO, des comités locaux et internationaux, a marqué l'histoire en rédigeant donc cette charte de la transdisciplinarité qui a été signée ce jour-là et traduite depuis dans une dizaine de langues. Et enfin, pour ce qui me concerne, la déclinaison du code plastique de la vie qui était dans la lignée des avancées du GDP et surtout les premiers pas vers un travail qui ne finit pas, qui prend diverses formes aujourd'hui. Diapositive suivante. Alors, on peut déterminer trois grands axes après cette charte. En fait, c'est les approches
et différentes approches TD importantes, notamment bien sûr l'UPASCO avec la logique de contradiction et le tiers inclus, les niveaux de réalité notamment apportés et le tiers caché apporté par Bazar Nicolescu, la logique du tiers inclus. Je peux citer Joseph Brenner sur la logique de la réalité, la pensée complexe et la reliance de Morin, la conscience imaginale de Durand, la plasticité de l'esprit parmi mes travaux, les transcultures notamment, en citant le poète Édouard Glissant qui a fait beaucoup dans ce sens-là, sans le nommer, sans que ça soit nommé transdisciplinarité. Les attitudes les attitudes transdisciplinaires, très important. Donc, Bazarab avait indiqué qu'il n'y a pas de compromission à faire, que la posture était orientée vers la densification et, je cite, identité de sens entre flux d'informations traversant les niveaux de réalité et flux de conscience traversant les niveaux de perception. Ça est très important. On trouve ça dans ce très beau livre-là, Qu'est-ce que la réalité? Mais en fait, tout ça signifie véritablement qu'il faut décloisonner à la fois les savoirs et les représentations, et notamment, on va trouver ça à l'interface cerveau-corps. Et enfin, mise en place des méthodologies transdisciplinaires avec cette définition capitale de la transdisciplinarité qui est donc ce qui est entre, au travers et au-delà des disciplines, avec d'autres notions qui également s'y ajoutent comme la transnature, les zones de non-résistance, etc. Diapositive suivante. Alors, la déclinaison de la charte, effectivement, on pourrait y passer des heures. Ce qu'on peut voir dans cette diapositive, c'est la richesse et la diversité des approches transdisciplinaires qu'on peut trouver, allant donc de la systémologie de la logique pure, en passant par les initiatives des liens entre, par exemple, la poétique et la science, les langages, les littératures, l'éthique, l'art et la science, l'épistémologie, et puis les recherches scientifique, la transculturalité, la métaphysique. Voilà, ce serait très très long à énumérer, mais en tout cas, il y a effectivement une foison de travaux dans ce domaine qui prouve sa vivacité. Diapositive suivante. Alors, après Arabida, intéressons-nous un petit peu plus au futur de la transdisciplinarité. Donc, le premier congrès, bien sûr, dont on vient de parler. Deuxième congrès auquel je n'ai pu assister malheureusement, mais qui est certainement très important à Victoria, au Brésil, en 2005. Et le troisième congrès auquel nous avons beaucoup d'entre nous ont participé, bien sûr, le congrès de Mexico. Diapositive suivante. Alors, effectivement, dans le cadre de ce congrès, j'ai, pour ma part, présenté une table ronde sur plasticité et transdisciplinarité, parce que je pense que ces liens sont très importants, dans lesquels plusieurs d'entre nous ont pu participer, et participer à deux autres sessions. Une session dirigée par Bénédicte Letellier, donc au niveau des aspects de la littérature, et puis une autre session sur l'intelligence relationnelle au niveau des espèces. Diapositive suivante. Alors, une chaire transdisciplinaire à l'université, effectivement, Mariana Loisel, qui est présente, et moi-même avons participé et avons eu la chance, après, bien sûr, les projets initiaux très importants de CIRET UNESCO, donc l'évolution transdisciplinaire à l'université en 96, le congrès de Locarno en 97. Il y a eu énormément d'initiatives. Bazarab Nicolescu a introduit l'ATD à l'université avec la création d'un doctorat donc, transdisciplinaire en Roumanie et la visite de très nombreuses universités de par le monde, en Afrique ou ailleurs. Et donc, cette approche commune des membres du CIRET et justement de Plasticité Sciences Arts a amené à s'interroger et à vouloir aller vers la création d'une chaire transdisciplinaire à l'université. Donc, avec une première publication qui a été faite dans Plastir, revue donc transdisciplinaire de plasticité humaine qui a été créée en 2005. Vous avez quelques images à droite. Et puis dans un ouvrage donc de la chaire qui est lié à la chaire UNESCO pour la culture et la paix, où Antonia Verdiani officie, pardon, et donc où nous avons fait une publication commune, recherche scientifique, plasticité et transdisciplinarité, avec Patrick Loisel, Mariana Thierry-Loisel, Ubiratan d'Ambrosio, Paul Gilles et moi-même. Diapositive suivante. Alors, et encore, maintenant, venons-en vraiment à l'actualité avec le troisième congrès mondial de transdisciplinarité et le tome 4, concernant, qui s'appelle Adopter un langage transdisciplinaire commun face à la complexité du monde. Cet ouvrage qui a été coordonné par Bénédicte Letellier, Florent Pasquier, Mariana Thiriot et moi-même, est vraiment l'objet d'une collaboration étroite
entre justement le CIRET et PSA, et notamment a été publié dans les deux revues, donc la revue Plastir et la revue Rencontre transdisciplinaire. Et donc c'est un volume qui nous a demandé beaucoup de travail. Je remercie d'ailleurs à ce propos Julia Hall qui s'est occupée du graphisme et de la composition de l'ouvrage avec une grande attention. Et c'est un ouvrage qui est très riche, très riche dans son contenu et qui justement prône l'émergence d'une recherche transdisciplinaire intégrale, décloisonnante et unifiée. Donc c'est un message vraiment fort aujourd'hui, surtout dans le contexte où on est, pour une culture de la paix, à l'heure à la fois de l'Anthropocène, avec évidemment toutes les conséquences climatiques et autres qu'on connaît, et du déclin de la spiritualité. Diapositive suivante. Alors là, je vais citer, mais alors très rapidement, parce que je ne sais pas au niveau du temps où on en est, mais je pense qu'on a perdu au moins 5 minutes à cause de ces petits problèmes techniques. Aucun problème. Je voulais juste donner quelques exemples d'approches transdisciplinaires contemporaines. Bon, alors c'est vraiment 3 exemples, mais on en trouve énormément, ce qui prouve la richesse et puis la pénétration qui a eu lieu pendant toutes ces années dans différentes sphères. Donc, qu'est-ce que la transdisciplinarité ici, particulièrement Fritz Bay qui parle donc en 2023, qui fait un tour d'horizon des différentes perspectives, en parlant bien sûr des travaux de Morin, de Nicole, de Gibbons, etc. Donc, qui dit, en fait, qui donne les principales critiques et limites qui sont associées à cette pratique, parce qu'il y en a. Il y en a encore, c'est encore en discussion, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir un point de vue qui soit un peu critique et en même temps qui soit une critique positive. Diapositive suivante. Une approche donc qui est liée aux actes du colloque de l'ACFAS à Montréal, donc du 11 et 12 mai 2023, qui a donné lieu au message de Montréal qui est justement transdisciplinarité et évolution des savoirs, donc fondement et pratique, là toujours avec l'humain comme objet d'étude, les rapports entre le sujet et l'objet, et puis également la prise en compte donc de la transdisciplinarité comme un outil qui est absolument à partager, et à la fois au plan théorique et au plan pratique. Diapositive suivante. Alors, encore un dernier exemple de Cyril Rigolo en 2020, qui est paru dans Nature, Humanities and Social Sciences, qui est donc une approche justement qui en gros dit que le débat est en fait de lier cette nouvelle discipline avec une manière d'être. Donc c'est en fait, il aborde le troisième volet que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire la transdisciplinarité, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est aussi l'attitude, c'est aussi la façon dont les êtres humains mettent en action cette transdisciplinarité. Ce n'est pas seulement l'effort déjà de travailler de façon transdisciplinaire, c'est aussi un moyen de partage et un moyen que les chercheurs ont pour avancer et pour aller de l'avant. Diapositive suivante. Et enfin, un exemple aussi qui est très important parce que je suis très impliqué en ce moment, c'est surtout les approches arts et sciences qui sont très développées, notamment justement avec le Canada, qui n'a pas connu cette rupture entre l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences, contrairement à la France, mais en France, sur lequel nous œuvrons beaucoup, et je peux vous dire que les 4 ministères de la recherche, de la culture, de la transition écologique et de l'éducation nationale sont aujourd'hui derrière des structures nationales, dont la transversale des réseaux Arts Sciences, et ici un exemple de biennales Arts et Sciences qui sont menées autour de différents sujets et qui forment des binômes entre des artistes et des scientifiques pour la construction d'un projet commun de longue haleine, c'est-à-dire sur 6 à 8 mois et avec des productions. Diapositive suivante. Et ça sera donc la dernière. Donc, en fait, en conclusion, le défi de la transdisciplinarité est relevé, ça c'est clair, et le futur en marche. Donc, il faut absolument continuer le combat. Donc, le premier point, c'est que la transdisciplinarité est aujourd'hui internationalement reconnue, même si des divergences ou des esprits d'école demeurent. Que le challenge de sa mise en pratique sur le terrain, à la fois de la recherche, de l'enseignement universitaire, de l'éducation, de la culture, des arts, des sciences et de la société, est aujourd'hui une réalité que de nombreuses chaires et initiatives transdisciplinaires illustrent de par le monde. On peut donner énormément d'exemples.
Je vous en donne un parmi d'autres. À l'École normale supérieure de Paris-Saclay, par exemple, il y a un théâtre qui est implanté dans l'école et dans lequel il y a, ça s'appelle une scène de recherche-création. Et là, si on n'est pas dans la transdisciplinarité, je ne sais pas où on est, hein. Et c'est au sein d'une grande école. Donc, dernier point, le plus important, c'est le message d'espoir qui est porté par ces attitudes transdisciplinaires qui sont assumées et vécues. Parce que là, je pense qu'on a passé un cap, c'est-à-dire qu'il y avait un cap où ces attitudes, il y avait des volontés, les gouvernements notamment, notamment le gouvernement français. On affiche enseignement transdisciplinaire, mais quand on regarde les détails, c'est pas le cas. Aujourd'hui, les choses changent. Il y a des doctorats, par exemple des doctorats art sciences, il y a des modifications dans les enseignements qui incluent vraiment des approches transdisciplinaires. Donc cela répond en partie à la charte d'Arabida et conforte les actions que nous avons menées lors des différents congrès mondiaux de transdisciplinarité, dont le dernier organisé à Mexico City. Je vous remercie beaucoup et excusez-moi encore pour ces problèmes techniques. Merci Marc, c'est tout à fait indépendant de ta volonté. C'est nous qui sommes très honorés. Muchas gracias al profesor Marc de Bonoa, agradecemos su nutrida participación y a continuación vamos a dar la palabra al profesor Pascal Galvani y al profesor Gastón Pino. Ellos nos van a exponer también su experiencia acerca del segundo Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. Tengo sus diapositivas. ¿Quién empieza primero? Gastón Pino. Oh, ok, muy bien. Entonces, Voilà. Es un solo documento PD. Sí, No. un solo. Ok. No, exacto. Bon, voilà. Perfecto. Bon, merci beaucoup. Et alors, notre communication avec Pascal, bon, sera beaucoup moins ample et générale que celle qu'on vient d'entendre. Nous, on est centré sur l'apport de l'évolution de la transdisciplinarité à une évolution de la formation, c'est-à-dire apport de la transdisciplinarité à l'émergence d'une auto-socio-éco-formation. Alors, avec Pascal, on fonctionne ensemble et unis par la transdisciplinarité, entre autres, depuis une quarantaine d'années, je dirais. Moi, je vais présenter rapidement, faire un survol historique, d'une part avec les émergences dans les années, avant les années 2005, l'ensemencement au congrès de Victoria, le Brésil, et puis les développements. Dans les trois réseaux francophones, lusophones et hispanophones, on a travaillé dans ces trois réseaux. Dans un deuxième temps, Pascal, lui, va vraiment présenter les concepts qui sont forgés dans cette évolution-là. Alors, je pense qu'il faut situer cette ouverture à l'auto-socio-éco-formation dans dans la chute du mur scolaire de l'éducation. C'est-à-dire, dans les années 70, il y a eu l'ouverture à ce qu'on appelle l'éducation permanente, la formation continue, les apprentissages tout au long et dans tous les secteurs de la vie. On cherche même notre nom, quoi. Et c'est dans cette ouverture que l'approche transdisciplinaire nous a beaucoup aidé à forger ces préfixes. Moi, j'ai connu dans les émergences, c'était au CETRANS de Sao Paulo, lors de leur premier congrès catalyseur
sur l'évolution transdisciplinaire de l'éducation, que j'ai connu Bassarab, que j'ai connu les créateurs de ce colloque, CETRANS, Maria, dont j'ai le plaisir de revoir, Americo, et puis Victoria. Americo m'avait demandé de faire une communication sur le sens du sens. Alors il est venu me chercher très loin, mais ça tombait bien parce que on était vraiment à chercher nos sens en termes de sensibilité, de direction et de signification. Et alors, c'est là que j'ai connu le manifeste. Alors, je reviens à son article 11 du manifeste qui porte sur l'éducation. Il dit: une éducation authentique ne peut privilégier l'abstraction dans la connaissance. Elle doit enseigner à contextualiser, concrétiser et globaliser. L'éducation transdisciplinaire réévalue le rôle de l'intuition, de l'imaginaire, de la sensibilité et du corps dans la transmission des connaissances. Alors, pour moi, c'est allé vraiment dans mon sens. Mais je travaillais déjà avec la méthode d'Edgar. Donc, je rappelle le premier tome paru en 77, La nature de la nature, et le deuxième, La vie de la vie. Hein. Donc, je travaillais déjà avec Edgar avec une série d'ouvrages. J'étais à ce moment-là responsable de recherche à l'Université de Montréal au Québec. Je venais de sortir Éducation ou aliénation permanente, repères mythiques et politiques. Je remontais jusqu'à Platon et la caverne de Platon, comment en sortir et comment alterner le jour et la nuit, le rationnel et l'imaginaire. Je venais aussi de faire émerger une recherche avec les histoires de vie, produire sa vie, auto-formation et autobiographie. Donc le préfixe auto commençait à monter comme foyer organisationnel invisible. En 2000, c'est les temporalités qui me travaillaient, donc j'ai j'avais fait ma thèse sur temps et contre-temps. Et je me suis aperçu que bon, dans les temporalités multiples, il y avait beaucoup de contretemps, beaucoup de complexité. Et en 2000, j'avais trouvé 3 synchroniseurs de cette complexité: l'histoire de vie, le retour réflexif sur sa vie, les alternances, et puis puis entre autres un synchroniseur écologique qui est le jour et la nuit, quoi, le rythme planétaire. En 2000, en 2000, bon, j'avais rencontré Patrick Paul aussi, et qui en 2002 a fait formation du sujet et transdisciplinarité, en reliant ce qui est assez unique encore, histoire de vie professionnelle et histoire de vie imaginale. Comment il a pu, c'était un docteur en médecine, comment pour traiter ces problèmes, il a pu relier ses rêves de percée. Donc, c'est dans cette dynamique-là que le CETRANS nous a propulsés. En 2005, donc le deuxième congrès mondial sur la transdisciplinarité, avec, je pense que l'Educação et Transdisciplinaridad de Melo, Sommermann et Vero rendent compte, et donc a permis de faire le point sur l'état des recherches. Alors, j'oserais dire un point
un point houleux, un point d'état houleux, parce que il faut pas se leurrer, on n'est pas toujours dans l'harmonie interactive, hein. Il y a des tensions, il y a des contradictions qu'il faut traiter. Euh, et en même temps, on lançait avec Patrick un ouvrage Transdisciplinarité et formation, et Patrick lançait une collection Interface et transdisciplinarité. Alors voilà en gros l'ensemencement effervescent que le deuxième congrès de la transdisciplinarité à Victoria, État de Spiritu Santo, hein, je tiens à le préciser, nous a lancé. Depuis, je vais faire juste un rapide alors, je pense que un rapide survol des trois réseaux. Je pense que l'apport de transdisciplinarité et formation, c'était de distinguer trois sortes de transdisciplinarité. Une approche socio-interactive, pratique, au niveau des attitudes, où parfois le thème même n'est pas utilisé. Alors, un niveau donc socio-interactif basique, un niveau méthodologique réflexif, on revient sur ce qu'on a fait, et puis le niveau épistémologique qui prône la plupart du temps. Mais je pense qu'il ne faut pas que le niveau épistémologique nous étourdisse tellement qu'on ne sait plus où s'y retrouver, quoi, hein. Donc c'est entre ces trois niveaux de réalité qu'on a travaillé. Alors je commencerai par le réseau, bon, lusophone. Alors, un grand moment à Fortaleza avec Moraes et Almeida sur les 7 savoirs nécessaires à l'éducation. Alors, c'était pour fêter les 10 ans de l'ouvrage de Morin, et il avait parlé les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Et c'était tellement présent que c'est devenu les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du présent. Et à ce grand colloque-là, un huitième est apparu, unissant les autres, le gai savoir de l'amour de la vie. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus parce que ensuite, Americo ont sorti en 2014, bon, Ensigno Disciplinare et Transdisciplinaire, qui présente le message le message de Victoria, en insistant vraiment et énormément sur l'attitude, comme a rappelé tout à l'heure notre ami Marc. Donc, et l'attitude transdisciplinaire d'écoute, d'ouverture, est vraiment à travailler continuellement. En dessous, je marque au Brésil les différents secteurs de formation professionnelle. Alors, le CITRE, c'est l'éducation professionnelle. L'UNEFAB, c'est l'éducation par alternance des maisons familiales rurales. Et puis, il y a eu à Salvador un 10e congrès récent sur les approches autobiographiques, bien intitulé L'insubordination des approches biographiques. Donc, on est obligé de travailler avec une insubordination, mais qui se coordonne, et je pense que c'est un des principaux problèmes des approches, hein. Du réseau hispanophone, je tiens à signaler à Barcelone le premier congrès Transdisciplinaridad et Ecoformación. Donc, c'est le deuxième préfixe qu'on voit apparaître, les relations avec la formation avec les environnements. Ce congrès a donné lieu à la naissance d'un réseau qu'on connaît peu, je pense, mais
mais qui est toujours actif, un réseau, hispanophone de pensée complexe et sciences de la complexité. Alors, je tiens à signaler après à Lima, aussi, il y a un centre permanent de pensée complexe Edgar Morin avec à l'université Ricardo Palma avec une coordinatrice infatigable qui s'appelle alors je me souviens plus de son si Teresa Salinas. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de noyaux qui se sont développés et qui parfois ne sont pas dans le flux central, hein. Dans ces noyaux, alors au Mexique, et Pascal y reviendra, on s'était connu avec euh, Maria Espinosa Martinez à Victoria et il y a une université, alors une petite université, mais c'est la seule que je connaisse qui mette qui mette à son programme de développement les trois niveaux de la transdisciplinarité, pas seulement le complexe au niveau épistémologique, mais aussi méthodologique et socio-interactif. Pascal va y revenir. Sur le, sur le réseau francophone, alors la collection Interface a été reprise par Florent, et merci Florent. On en est au 15e ouvrage actuellement, et ça, je pense que une collection extrêmement importante pour, comme le petit pousset dans la forêt, pour revenir sur les jalons qu'on a posés, hein. Donc, précieuse collection. Je signalerai l'ouvrage, mais Pascal y reviendra, Auto-formation et connaissance de soi, où il triangule vraiment les trois préfixes qui sont apparus, auto, socio et éco. Et en finale, j'annonce l'ouvrage d'un grand pionnier de la transdisciplinarité, Patrick Paul. Il était à Arabida. On rappelait il a travaillé sur le paradoxe du rien. Et puis après, il a, il a continué de travailler et il doit sortir incessamment un ouvrage vraiment phare, La transdisciplinarité dans l'évolution de la pensée. Il reprend les trois préfixes leur entre, au travers et au-delà des connaissances scientifiques. Voilà où on en est. Je vous remercie infiniment de votre attention et je passe la parole à Pascal. Merci Gaston. Donc je vais essayer de partager. Bon, alors, pourquoi? Je vois pas. Bon, apparemment, j'y arrive pas non plus. Autoriser. Est-ce que vous me voyez là? On te voit, mais c'est tout. Donc je vais demander, je comprends pas. Je demande le partage, ma fenêtre est ouverte. Ça y est? Ça va, Pascal? Ça va là? Vous me Ouais, voyez? ouais, ça y Oui, oui, est. oui. Ok, Et tout est beau? oui, pour moi, mais si vous voyez l'écran partagé, Oui, tout va on bien. voit, Alors on est j'y vais. correct. Oui, vas-y. Donc, comme disait Gaston, je vais essayer d'insister vraiment sur l'apport de la transdisciplinarité et de la complexité pour la compréhension de la formation tout au long de la vie de la formation des êtres humains, comme nous l'avons vécu. Euh, bon, j'arrive à... Comment je fais pour passer à la... Ah non, c'est pas...
C'est pas possible. Por favor, para Ah, ça cambiar. y est. Voilà. OK. Alors, donc, pour aller assez vite, mais beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je peux aller vite. En ce qui me concerne, ça a été vraiment, je dirais, l'utilisation de l'ensemble des principes épistémologiques et méthodologiques, c'est-à-dire les niveaux de réalité, la logique du tiers inclus et la complexité que là, je reprends avec les trois principes de Morin, le principe d'auto, socio, éco, réorganisation systémique, le principe dialogique et le principe hologrammatique. Alors, comment ça s'est intégré progressivement à nos recherches? Diapo suivante, s'il vous plaît. Próxima, por favor. Je dirais que d'abord, on a été transdisciplinaire sans le savoir, Gaston l'a un peu dit, parce que nos recherches sur la formation, sur comment les personnes se forment, Gaston les a lancées avec des groupes où des adultes partageaient leur expérience phénoménologiquement, décrivaient comment ils se sont formés. Et comme la vie est par essence transdisciplinaire, je dirais qu'on a été plongé tout de suite dans la complexité et la transdisciplinarité avant même d'en avoir les mots et les concepts. Et c'est pour ça que, comme disait Gaston, le premier appui, ça a été Edgar Morin avec la publication de la méthode dans les années 80. Euh, Page suivante, s'il vous plaît. Próxima, por favor. Et qui nous a permis de penser la formation comme une auto-socio-éco-formation. On pourrait voir là clairement qu'on reprend le auto-socio-éco-réorganisation permanente, le premier principe de la complexité. Autrement dit, chaque personne construit son autonomie dans une interdépendance constante, vitale, permanente, avec l'environnement. Et là encore, en déglobalisant l'environnement socio-culturel, socio-historique, que nous a fait comprendre toute la sociologie et l'approche herméneutique, mais aussi l'environnement cosmo-biophysique, non humain, les animaux, le vivant. Et dans cette vision, on voit bien que les trois pôles sont absolument pas pensables séparément, ce sont des dialogiques qui se co-construisent euh, et, et où l'auto-formation comme subjectivation est à la fois une rétroaction sur les processus qui l'ont créé, les processus sociaux, la famille, la culture, mais aussi une rétroaction, une récursivité sur soi-même, une capacité à se transformer. Merci. Diapositive Próxima. suivante. Donc, on voit bien là le principe, le second principe aussi d'autonomie-dépendance de l'autos et de l'éco. Il n'y a pas de... Pour se créer, pour se construire, pour construire sa propre autonomie, chaque personne, comme chaque vivant, est entièrement dépendant de l'énergie et de l'information qu'il peut prendre dans son environnement. Diapositive suivante. Próxima. Euh, la notion d'hologramme, personnellement, je l'ai découverte en travaillant sur les moments d'auto-formation. C'est-à-dire qu'à force de partager dans des ateliers et d'analyser les processus d'auto-formation avec des personnes, dans des ateliers de recherche-action, je me suis rendu compte il y a des instants, il y a des moments dans la vie qui condensent énormément de sens. Et j'ai utilisé le concept grec donc de kairos, de moment décisif, euh, pour explorer ces moments. Et j'ai aussi utilisé une méthodologie qu'on n'a pas le temps de développer ici, qui est l'entretien d'explicitation. Mais on se rend compte quand on travaille et qu'on permet à une personne d'expliciter ce qui s'est joué dans l'instant, comment ça s'est produit, sa transformation personnelle, sa prise de conscience ou son évolution, on se rend compte qu'en fait, tous les enjeux de la vie de la personne sont condensés dans ce moment, comme un hologramme. Merci. Diapositive. Próxima. Alors la question, là maintenant j'étais un peu sur les concepts clés de la complexité. Maintenant j'aborde les piliers de la transdisciplinarité. Le premier, les niveaux de réalité.
Pour moi, j'ai vraiment découvert, alors un peu plus tard, en 96, en lisant Bassarab, le manifeste, la transdisciplinarité, le manifeste. Et cette idée des niveaux de discontinuité entre les niveaux de réalité. Alors lui, il est très clair, c'est au niveau quantique. Moi, je les ai un peu transposés, je vais dire analogiquement, à ce que je pouvais constater dans la compréhension des processus de formation. Et une des choses qui était apparue, c'est que dans l'interaction entre la personne et l'environnement, il y a plusieurs niveaux de réalité. Il y a un niveau de réalité, là je reviens presque sur des notions piagétiennes, hein, de l'interaction personne-environnement. Le niveau sensorimoteur, euh, qui peut être le niveau qu'on peut dire pratique, hein, l'efficacité de l'interaction du corps sensorimoteur et qui produit des affects et, et du coup une symbolisation. Les schèmes d'interaction sensorimotrice s'intériorisent en images symboliques, puis se concrétisent enfin en concept ou en discours théorique. Ces trois niveaux de la réalité de l'interaction entre la personne et l'environnement, j'ai aussi m'a semblé qu'on pouvait, là, en relation aussi avec Edgar Morin, voir trois niveaux de réalité du soi. Je crois qu'il faut faire attention, surtout dans nos cultures néolibérales, à pas confondre l'autos avec le moi conscient, le moi performant, le moi compétiteurs, l'ego, etc. Et on peut voir quand on a la description des moments de transformation que chaque personne, à un moment, lâche les idées du moi pour se laisser inspirer par des choses qui viennent, on peut appeler le soi, c'est-à-dire une globalité du conscient et de l'inconscient, par exemple, et aussi par, comme le disait Gaston, l'instauration du jeu réflexif qui peut, réfléchissant ces conditions de production, d'émergence, critiquer et se transformer. Donc, c'est les niveaux de réalité. Et là, je n'ai pas le temps de trop développer, mais j'ai vraiment pu, peut-être en la diapo suivante, je vais peut-être pouvoir le montrer. Próximo, por favor. Donc voilà, là, c'est la même, les trois pôles de l'auto-socio-éco-formation avec les différents niveaux de réalité, euh, sensorimoteur, symbolique et conceptuel entre les pôles et les niveaux de réalité de l'autos. Diapo suivante. Próximo, por favor. Alors, pour essayer d'être un peu plus ferme sur la notion de niveau de réalité, j'ai regardé un peu comment se passaient ces trois niveaux. Je vais commencer par le bas, le niveau de réalité sensorimoteur. Son critère de pertinence, si on prend la première colonne, eh ben, c'est l'efficacité pragmatique. Ça marche ou ça marche pas, hein. L'enfant, dans son interaction avec l'environnement, c'est son geste efficace qui transforme la réalité. Euh, son, No, oui, sí, Merci. gracias. Merci. Son mode d'actualisation, je reste toujours sur la ligne en bas, c'est des gestes physiques ou mentaux, des actions, des postures. Et son rapport au temps, ben justement, c'est un peu le kairos. C'est-à-dire, un geste réussi doit se faire au bon moment, à l'instant qui convient. Je monte un peu au-dessus. euh, Au niveau de réalité symbolique, on a parlé de Gilbert Durand et je veux aussi rendre hommage oh, ça y est. Bon. Euh, notre ennemi, bon, bref. Niveau de réalité symbolique, c'est très très important. Son critère de pertinence, c'est pas du tout l'efficacité là, c'est la résonance poétique. J'entre en résonance avec un chant, avec une image, avec un poème, où je n'entre pas en résonance. Ce n'est pas une efficacité, c'est un effet de résonance. Et son mode d'actualisation, ce sont des images, des symboles. Et le rapport au temps est là complètement différent. C'est pas du tout le kairos de l'instant, c'est du temps synchronique, des résonances entre des expériences vécues dans l'enfance ou actuellement. Et il n'y a plus de rapport chronologique au temps. Et enfin, le niveau de réalité épistémique en haut, dont le critère de pertinence est la cohérence logique, le mode d'actualisation de la narration, des théories, des concepts qui sont dans des codes conventionnels, et un rapport au temps chronologique qui dépend de la durabilité du support. Alors, je sais très vite dit, mais il y a vraiment chaque niveau a sa propre logique
Et donc, on a à la fois l'hétérogénéité des niveaux et nécessairement le tiers inclus du passage qui permet à la cohérence d'une personne de se constituer. D'ailleurs, c'est un point important. Dans les kairos, on voit souvent que les 3 niveaux sont allumés de manière très cohérente. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, je précise un peu les niveaux de réalité de l'autos. Le moi qui renvoie à l'égocentrisme, mais en fait aux multiples identifications qui nous permettent de perdurer dans le temps, de nous donner une certaine sécurité, plus ou moins illusoire. Le je qui est le centre subjectif de réflexivité et d'action, et le soi que j'entends comme la globalité originale d'une personne avec l'ensemble de son histoire, de ses activités, de ses capacités, de ses mémoires conscientes et inconscientes. Diapositive suivante. Alors, le tiers inclus et les niveaux de réalité, c'est fondamental parce que on voit beaucoup d'applications en formation où on ne peut pas comprendre la trajectoire d'une personne si on réfère qu'à un seul niveau. Il y a des comportements qui, à un seul niveau, peuvent apparaître contradictoires ou illogiques si on ne fait pas référence à des niveaux de sens beaucoup plus profonds qui unifient des apparents paradoxes. Là, je suis obligé d'aller très vite. Diapositive suivante. Rohima. Alors, là, on peut revenir à Loupasco. Ce qui m'apparaît, c'est que cette ultra-complexité-là, pour l'instant, j'ai 4 processus ternaires. Eh ben, ils jouent un peu comme l'actualisation, potentialisation chez Loupasco. Diapositive suivante. Rohima, por favor. Alors, je voudrais présenter donc en référence directe avec ce congrès deuxième congrès mondial de la transdisciplinarité organisé par le CETRANS à Victoria, au Brésil. C'est là que nous avons rencontré Ana Cecilia, qui parlera, Espinosa Martinez, qui parlera tout à l'heure, du centre universitaire Arcos de Puerto Vallarta, et qui nous a, avec qui, enfin, qui disait avoir envie d'expérimenter réellement pour son université, à la grandeur de l'université, dans l'ensemble des programmes, une démarche qui intègre la transdisciplinarité et la complexité. Pour cela, on a créé un dispositif de recherche-action qui impliquait les étudiants, les enseignants et la direction. Et on a fonctionné en petits groupes expérimental pendant 3 ans. Et petit à petit, ça a créé des dispositifs et des programmes. Anna Cecilia pourra vous expliquer ça mieux que moi, qui ont finalement été avec un cours transdisciplinaire qui ponctue toutes les formations et qui est validé par le ministère. Diapositive suivante. Rohima. Si vous, c'est beaucoup, cette expérience est une des plus belles que je connaisse. Donc, je vous invite vraiment à aller creuser plus loin. Moi, j'ai écrit un article en français que vous trouvez. Ensuite, il y a un livre qu'on a coordonné ensemble qui est en espagnol, qui peut être commandé au centre Arcos. Et Ana Cecilia Espinosa Martinez a fait sa thèse avec ce merveilleux titre, Abrir los saberes a la complejidad de la vida. Donc, vous avez les contacts. Diapositive suivante. Je vais juste finir aujourd'hui où on en est avec ce tripolaire auto-éco-socio-formation. C'est que avec la mondialisation de la crise écologique, du réchauffement climatique, de la catastrophe de la biodiversité, ce qu'on voit dans les ateliers, parce qu'on travaille toujours en recherche-action avec les personnes, c'est que la question du rapport à l'environnement, du rapport entre auto et éco, du rapport avec le monde vivant et de l'émergence d'un soi écologique est de plus en plus fortement exprimée dans les ateliers. Et je pense que c'est actuellement le point d'avenir des développements des recherches sur l'auto-éco-socio-formation. Diapositive suivante, j'ai terminé. Merci. Muchas gracias, Pascal. Estamos muy honrados.
Muchas gracias por sus participaciones. A continuación, ya vamos un poco sobre tiempo y vamos a dar paso a los ponentes del Tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. Vamos a dar la palabra a la doctora Julieta Haidar por México, por parte de la ENA y Transcomplexa. Por favor, doctora Julieta, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Eh, Voy a compartir, a ver, un momentito. Espérame, déjame ver cómo comparto. A ver, un momento. Compartir. Aquí está. ¿Se ve ya? Espérame. Ahí va, ahí va. Ya está. Nada más maximícelas, ¿puede? Sí, voy a poner la en pantalla grande. Ok, ¿se ve ya? Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, como primera participación, el tiempo está un poquito pasado el tiempo, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Yo voy a hacer una síntesis lo más breve posible de en esa celebración de los 30 años de la Cátedra de Transdisciplinaridad. Nos toca ahora a nosotros del grupo de Tercer Congreso Mundial de la Transdisciplinariedad y voy a plantear los principales resultados que hemos tenido en ese congreso. Los núcleos temáticos son tres. Voy a ir más o menos rápido, no voy a parar en todo porque no hay tiempo. Tengo solo 10 minutos, ¿no? Más o menos. Primer núcleo, epistemologías críticas de vanguardia. Segundo núcleo, principales objetivos y logros del Congreso. Tercer núcleo, ejes, trayectorias y caminos de la esperanza. De las epistemologías, el primer núcleo es muy importante porque en ese tercer congreso justamente se hizo una revisión y una retomada de las epistemologías críticas de vanguardia, estableciendo un diálogo entre ellas que creemos que es el marco importante para la reflexión en el siglo XXI. Entonces tenemos las epistemologías ancestrales que estaban invisibilizadas, la epistemología de la complejidad, la epistemología de la transdisciplinariedad, epistemología de la decolonialidad, epistemología del sur y epistemología materialista revisitada. En esta epistemología se observan planteamientos críticos frente a las hegemónicas que posibilitan nuevos caminos para reflexionar y proponer una nueva civilización, una nueva humanidad más allá del antropoceno y del capitaloceno. Las epistemologías ancestrales invisibilizadas, entonces no voy a poder parar, solo voy a pasar así porque no nos da tiempo. Es muy importante porque en ese congreso hubo varias oportunidad de estar presente varias culturas de África, de América y de Asia. Epistemología de la complejidad, que ya se ha trabajado, que es lo que se ha expuesto hasta ahora, de Morin. Epistemología de la transdisciplinariedad de Basarab Nicolescu, epistemología de la decolonialidad y epistemología del sur, que visibiliza procesos cognitivos que estaban excluidos por la hegemonía. Es una epistemología muy crítica, muy importante, muy en diálogo con las epistemologías de la complejidad, de la transdisciplinariedad. Una epistemología materialista revisitada, no puedo parar, no más quedará grabado así, ¿no? El video. Principales objetivos y logros del Tercer Congreso Mundial. En primer lugar, aportar nuevas propuestas transdisciplinarias que contemplen problemas epistemológicos, ontológicos y metodológicos. Debatir y profundizar en los fundamentos teórico-metodológicos de la transdisciplinariedad para generar nuevos conocimientos que ayuden en la solución de problemas socioculturales, políticos, económicos y ecológicos del siglo XXI. Revisar los avances de las investigaciones transdisciplinarias realizadas para resolver problemas tecnológicos, científicos y humanísticos. Proponer nuevos enfoques analíticos transdisciplinarios susceptibles de evaluar críticamente las contradicciones de los modelos de desarrollo político, económico de la tecnociencia, así como los complejos procesos transculturales y transhistóricos, y exponer modelos de la conciencia y de la ética transdisciplinarias para desarrollar un profundo pensamiento crítico.
El Congreso tuvo 8 ejes temáticos, solo voy a enunciar los ejes. El primero, los fundamentos de la transdisciplinariedad. El segundo eje, la filosofía y la transdisciplinariedad. El tercer eje, la teoría, la práctica y la actitud transdisciplinarias. El cuarto eje, la educación transdisciplinaria. El quinto, las ciencias y la transdisciplinariedad, con varios subejes, ¿no? El sexto, la transdisciplinariedad, ciencia, espiritualidad y religión. El séptimo, la transdisciplinariedad frente a los desafíos sociales actuales. Y el octavo, la transdisciplinariedad y el arte. Arte y ciencia de la complejidad, por ejemplo, y aspectos transdisciplinarios del arte que también fueron muy trabajados, así como la transdisciplinariedad y la educación. Tercer núcleo, ejes trayectorias y caminos de la esperanza. Las rupturas epistemológicas necesarias para lograr conocimientos transdisciplinarios complejos de coloniales para enfrentar los problemas actuales. Procesos dialógicos que habíamos comentado ya, de las 6 epistemologías para el siglo XXI. Ruptura de las fronteras es muy importante, que plantea la transdisciplinariedad y la complejidad entre los campos cognitivos de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y humanas, de las ciencias exactas, las ciencias artísticas, la filosofía, las religiones. Y abordarlo por complejos procesos transculturales en la época de la globalización y de lo digital, en donde están venciendo las contradicciones y los conflictos. Un momentito, no sé por qué no quiere pasar. A ver. Allá. El tratamiento exhaustivo de las categorías de niveles de realidad, tercero incluido el tercero curso que ya fue tratado, reconocimiento y valorización de los procesos cognitivos que rompen con la hegemonía e integran conocimientos ancestrales de América, de África, de Asia. Análisis y acercamiento de todas las producciones culturales mundiales con la ética que impone un profundo respeto por la alteridad. Mirar más allá para construir conocimientos transdisciplinarios sin barreras relacionados con las prácticas transdisciplinarias. Superar la insostenible sociedad global del antropoceno, capitaloceno, para construir una nueva humanidad, una nueva civilización. Desarrollar investigación, acción participativa para impactar en proyectos que superen el poder del conocimiento hegemónico y logren reconocer y liberar todos los otros conocimientos. Reconstruir la relación muy importante de naturaleza y cultura para defender la biodiversidad y salvar todos los seres vivos de la madre tierra, lo que se destaca con las culturas ancestrales presentes en el Congreso Mundial, como hemos mencionado, de América, de África, de Asia. Reconstrucción de la categoría de sujeto, muy importante, desde los planteamientos de Nicolescu y de Morin, de la decolonialidad, para lograr analizar contradicciones, tensiones y conflictos que impactan en los sujetos en todos los rincones del planeta. Las culturas ancestrales de América, África y Asia enseñan el buen vivir y el Sanagoya en África, con lo cual aportan las relaciones simétricas entre los seres humanos y el equilibrio de la cultura y la naturaleza. Investigaciones desde las culturas ancestrales que conducen a, como plantea Basarab Nicolescu, a la transsubjetividad y a la transculturalidad, y también a la transrealidad. La contribución de las culturas y saberes tradicionales africanos, asiáticos, americanos, para asumir una actitud transdisciplinaria. Por lo tanto, la transdisciplinariedad, la complejidad, la decolonialidad, la ancestralidad y los desafíos del mundo contemporáneo implica perspectivas epistemológicas que asumen lo transcultural, lo transdisciplinario, lo transnacional, lo transhistórico y la transpolítica para enfrentar los desafíos de la humanidad, del mundo en el siglo XXI, como son la crisis de la civilización terrestre, el desarrollo sostenible y más bien insostenible, la educación planetaria, el transhumanismo y poshumanismo, la inteligencia artificial, las tecnologías destructivas, la salud, la igualdad de género, la pobreza extrema, la destrucción de la diversidad biológica, el cambio climático, las guerras y la violencia. En ese marco, en ese frame, es donde se ubican las reflexiones
de la transdisciplinariedad con las otras epistemologías en el sentido de plantear caminos de construcción nueva, caminos de propuestas nuevas, caminos desde la ética y de la experiencia como hemos mencionado. Pero los problemas son inmensos, ¿no? Y por eso la lucha también es bastante profunda. El tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, que duró 11 meses y medio, ha cumplido los objetivos propuestos, abriendo caminos de esperanza frente a los horizontes todavía oscuros y desdibujados. El presente y futuro se enlaza en la búsqueda de una cultura de la paz para una nueva civilización. Muchas gracias. Termino de compartir. Gracias, doctora. Ahora damos la palabra al profesor Paolo Orefice para que nos comente también su experiencia y los puntos relevantes acerca del tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. Adelante, profesor Paolo. Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, continuando la intervención de Julieta, yo me concentro un poco sobre el tema de la declaración, porque como sabemos, el tercer congreso no es que había realizado una nueva carta, me fue la carta, la carta que ahora estamos con la ceremonia de los 30 años, la carta fue la base de todo el tercer congreso, con todos los elementos que se desarrollaron, que fueron resumidos de Julieta. Fue un poco largo el tiempo para elaborar una declaración, porque el tercer congreso terminó a octubre del 2021, pero para elaborar una declaración hemos un poco aprofundido toda la documentación del congreso, que era muy larga, había muchísimas contribuciones. Fue también una discusión muy amplia que para incluir todas las contribuciones que venían de los diferentes grupos. Al final hemos realizado una declaración que voy solo a resumir algunos puntos. Digamos que la introducción de la declaración estaba focalizada sobre la situación de la digamos, la palabra ahora la podemos llamar de la tragedia humana, de la crisis que estábamos viviendo, porque hemos hecho el Congreso en plena crisis del COVID, pero empezaron también los ataques de guerra que se estaban multiplicando también cerca de la Europa, en el Medio Oriente. Bueno, esto pero fue una ocasión para reflexionar sobre ese tema de la grande regresión de la humanidad. El tema que está en la primera parte de la declaración es exactamente la grande regresión, que era un tema que había tratado también Moreno, también Basarab, Moreno con la revolución epistemológica de la transdisciplinaridad, Basarab sobre los temas de la paz, que era un tema particular de su apertura del Congreso, la paz en un enfoque muy complejo, muy profundo. La segunda parte de la introducción de la declaración fue el tema del renacimiento de la humanidad. ¿Qué hacemos en frente a esta crisis mundial con el riesgo de esta degradación, esta grande regresión, puede llegar a una crisis más grande? Digamos, el tema que está bajo toda la declaración es la actualización de la crisis mundial con el tema del renacimiento de la humanidad.
y sobre esto se van, sobre esta base, que es la entrada, hay los primeros artículos que pone el tema de la linfa de regeneración del camino de la transdisciplinaridad. Es decir, que todo el enfoque transdisciplinario se presenta como un nuevo camino que pone un cambio profundo en relación a los modelos, a los paradigmas que han causado la crisis. Y por esto la transdisciplinaridad en el Congreso fue presentada, es un poco, digamos, el alma que está abajo de todo el análisis, que es un camino que puede abrir una nueva humanidad, un cambio de humanidad sobre la base de los contenidos profundos que están en los artículos de la transdisciplinaridad, que ahora había preparado algunos puntos, pero tengo que no ocupar más tiempo. La parte más analítica es el tema de cómo crear redes de saberes. Esta parte de la comunidad de saberes, de la creación de saberes, y cómo el enfoque de las disciplinas o digamos de los saberes organizados es un enfoque que no se debe considerar como la oposición de los saberes que va creando sin el tercero incluido, van creando toda la dinámica de la violencia, toda la dinámica de la oposición, toda la regresión que estamos viviendo. Y por esto, digamos que la última parte de la declaración se cierra con la necesidad de seguir este camino donde el objetivo es crear sobre todo los últimos artículos, de crear un nuevo contexto de civilización planetaria donde la humanidad se une en una sola familia, digamos, con este tema que los encuentros de los saberes está a la base de los encuentros de los hombres, de las mujeres, de toda la cultura. En ese sentido, la paz es un enfoque complejo, transversal, de todo lo que es el camino de la transdisciplinaridad para crear la nueva humanidad. Eso es una síntesis un poco personalizada, si usted puede imaginar que no es un informe técnico de los artículos que conocemos, es solo un poco lo espíritu de todo el Congreso que trabajaba sobre este nuevo camino de la transdisciplinaridad para la nueva humanidad del futuro. Gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Paolo. Ahora vamos a dar la palabra a Mariana, a la profesora Mariana, para que conduzca la exposición del profesor Florent Pasquier y Benedict Letelier. Adelante. Entonces estoy muy contenta de abrir aquí la palabra para el CIRET en el tercer Congreso Mundial. Voy a agradecer también a la presencia de María de Melo, que está con nosotros y representa el CETRANS también en esa síntesis. Profesor Florent Pasquier. Merci beaucoup. Merci. Je complète les remerciements de Mariana envers Maria de Mello et également Victoria de Barros, grâce auquel ce troisième congrès mondial dont nous rendons compte maintenant a pu avoir lieu. Je devais faire cette présentation avec Bénédicte Letellier, vice-présidente du CIRET,
Elle a une difficulté technique, mais heureusement, Mariana, qui pense toujours à tout, a réalisé une vidéo que je vais donc commencer par diffuser, puis j'interviendrai et on terminera avec cette vidéo. Juste le temps de la partager si vous m'autorisez, de la retrouver. Voilà. Et alors, pour le son, je crois qu'il y a un truc à faire de Normalement, ça spécial. devrait être bon. Et je vois qu'il est en route. Il est en route le son. Bon, Oui, fais-moi signe si le son n'est pas très bon. Avant, il y avait un bouton spécial à cocher. voilà. Alors, je lance tel quel. Oui. Il faut aller sur Play. Oui, c'est ça. Ah, il y a un problème de son. Eh, Oh, Antes de ok. compartir, cuando lo vaya a compartir, hay dos casillas. Deje de compartirlo, por favor. Y cuando lo vaya a compartir, el momento que aparece la ventana, del lado derecho aparecen dos casillas pequeñas, Ah, marque sí. las dos, ajá, para que Muchas gracias. sí, Antes fue en abajo y ahora son a la derecha. Eso es sí, porque yo no le he visto. sí, Euh, sí. empieza de nuevo. Vous voyez la vidéo avec Bénédicte, c'est bon? No, Ah, alors attends. Là, maintenant, c'est bon. sí, Vamos. vamos. Voilà. Donc, le troisième congrès a été l'occasion pour le CIRET de consolider ses acquis et d'envisager quelques renouvellements. Si la force de cette association a longtemps reposé sur les bonnes volontés bénévoles des uns et des autres, mais surtout sur la détermination et la persévérance de l'un de ses membres fondateurs, à savoir Bassaram Nicolescu, aujourd'hui, elle fait montre d'une exceptionnelle coopération intergénérationnelle, plus à même d'analyser les évolutions épistémologiques, sociales, politiques et culturelles. Depuis 2019, date d'un large renouvellement des membres du conseil d'administration, 3 départs et 3 arrivées, son équipe et sa structure, autant que ses projets d'action, s'inscrivent pleinement dans une visée internationale de fédération, comme le montre son implication en tant que co-organisateur du 3e congrès, mais aussi le profil de ses membres actifs, localisés à différents endroits du globe, des Amériques jusqu'à l'Asie. Si le CIRET peut parfois souffrir de sociétaires déjà bien engagés dans leur propre vie professionnelle extérieure au CIRET, il en ressort finalement plus fort par cette possibilité de liens plus variés, intergénérationnels, interinstitutionnels, internationaux et transdisciplinaires que cela permet. Le 3e congrès a été un magnifique facteur de développement de la transdisciplinarité. Le CIRET peut en témoigner, car depuis 2022, il ne cesse de se développer et de poursuivre les recherches sur la transdisciplinarité. Plusieurs actions récentes répondent à la visée toujours plus concrète de rassembler, fédérer et institutionnaliser les études transdisciplinaires. La visibilité de nos activités et de nos productions grâce au travail de Jean Villemer, membre actif du CIRET, notre webmaster, qui a renouvelé tous nos supports numériques. L'édition d'une revue en ligne, Rencontre transdisciplinaire, qui en est à son 27e numéro. 2 cycles de visioconférences organisés par Jean Fressine et Florent Pasquier, une grande activité éditoriale de qualité, des livres, des revues, une participation de ses membres à des manifestations scientifiques, mais aussi des organisations de colloques nationaux et internationaux, des actions réalisées en collaboration avec d'autres institutions, associations ou groupements animés par une attitude transdisciplinaire. Par exemple, la mise en synergie avec la création d'une chaire transdisciplinaire UNESCO Alenco, Université de Buenos Aires. D'autres activités récentes sont également présentées sur notre site hypothèse.org2. Je laisse maintenant la parole à Florent Pasquier. Bien. Vous m'entendez toujours? Alors, comme je ne vous vois plus, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ¿me escucha bien? Sí. Sí, Merci. perfecto. Muchas gracias.
voy a seguir avec le détail. Donc, je vous présente maintenant le détail de nos interventions, la participation du CIRET et de ses membres pour le 3e congrès mondial. À signaler que alors le CIRET a organisé, en accord bien sûr avec les autres co-organisateurs, 5 semaines réparties sur l'ensemble quasiment de l'année qu'a duré le 3e congrès mondial. À noter que plusieurs de ses membres, bon, je vois que la traduction automatique écrit n'importe quoi, vous nous en excuserez. C'est d'ailleurs une très belle illustration des travaux que nous sommes en train de faire et qui concernent les machines, les nouvelles technologies et plus spécialement l'intelligence artificielle dont il sera question également dans différentes animations nationales demain. Alors donc, je disais que de nombreux membres du CIRET sont intervenus, bien évidemment, dans les 5 semaines du CIRET, mais également, comme l'a rappelé Marc-William Debodo tout à l'heure, dans d'autres semaines thématiques organisées par d'autres personnes. Le choix du CIRET concernant l'organisation de ces 5 semaines, qui ont, comme chaque semaine, comporté des exposés, des symposiums et des tables rondes, des exposés et des tables rondes, pardon, a été de définir des thématiques. Donc, je vais présenter les 5 thématiques que nous avons exploitées et de convier les intervenants à chacune de ces thématiques. Donc, évidemment, des dizaines d'intervenants sur ces 5 semaines. Et nous avons tout ceci est expliqué en détail dans le volume 4 que le CIRET a assuré au travers de sa publication Rencontres transdisciplinaires, Transdisciplinary Encounters, dont parlait à l'instant Bénédicte, en collaboration avec Plasticité Plastir de Marc-William Debono. C'est notre numéro spécial 2024. La première de ces semaines. Vous envoyez ici un nuage de mots. Elle était dédiée à la recherche et l'éducation transdisciplinaire que j'avais co-organisé avec Javier Collado Rueno, membre du conseil d'administration du CIRET. Et donc, je représente ici un nuage de mots qui n'a pas été réalisé par un artifice d'intelligence ou voilà, plutôt que d'utiliser intelligence artificielle. Ce n'est pas un logiciel spécialisé non plus, c'est juste moi-même. Donc c'est un nuage de mots totalement subjectif, hein, notamment dans la façon de les avoir placés dans l'espace, euh, mais qui est tiré à partir des titres, des interventions des différents intervenants. Alors, je m'excuse, je recherche où se trouve le contenu de mon intervention. Voilà. Donc, l'approche transdisciplinaire, je vais dire TD à partir de maintenant, pourrait, dans le domaine de la recherche et de la formation, ouvrir de nouvelles dimensions propices à une compréhension complémentaire du monde et des sociétés humaines, notamment par l'étude systématique multiréférentielle de leurs liens réciproques. L'objectif est d'aborder de façon créative, innovante et construite des problématiques qui sont imbriquées et multifactorielles. C'est pour ça que nous parlons d'ailleurs très volontiers de polycrise. C'était le thème de notre numéro 26 de rencontres transdisciplinaires, disponible également gracieusement en ligne sur notre site Hypothèse. Comment comprendre et accompagner les polycrises? Alors, ce besoin devient vital au vu de l'horizon des catastrophes socio-environnementales annoncées, qui adviendraient dans un temps toujours plus proche, selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Un basculement irréversible des sociétés humaines à comportement constant s'établit maintenant pour l'année 2050, soit dans un quart de siècle seulement, et évidemment, chaque année, au fur et à mesure que nos comportements ne changent pas, cette échéance se rapproche. Nous avons donc nous avons un fort besoin de formation à la TD et à des enseignements sous forme de TD. Alors,
Je m'excuse, j'ai à nouveau perdu mon texte. Oui, voilà, je sais pourquoi, j'étais pas sur le bon fichier. Nous pouvons maintenant aborder les arts, les aspects des arts. On retrouve dans ce schéma les notions de complexité, de développement soutenable, un retour à la question du dialogue, un questionnement fondamental, le dialogue sur lequel se développe la méthodologie transdisciplinaire. Bassaram Nicolescu a animé de nombreuses interventions sur la question du dialogue et de l'apport vital nécessaire de la TD pour y parvenir. Donc là, la créativité est à l'honneur. Elle se concrétise dans les symboles, la vivance, la géométrie, la communication visuelle et le design. Une autre semaine a été consacrée à divers aspects de la TD dans la littérature, conduite par Bénédicte Letellier. La forme est cette fois un peu plus pyramidale de ce nuage de mots, elle est plus classique, mais s'en détache tout de suite la notion de l'anarchisme, qui met un coup de pied dans la fourmilière de ce confort pour nous ouvrir peut-être à d'autres dimensions. La parole, la fractalité, l'hybridation, une nouvelle physique, le post-structuralisme. Autant de notions fondamentales de la transdisciplinarité qui vont trouver leurs expressions dans le spectacle, la scène, l'écriture, comme autant d'enjeux pour cette appropriation de ces dimensions en littérature. La semaine suivante, se posait la question, pardon, ça va un peu trop vite, voilà, du déplacement de l'inter et du transgénérationnel, du point de vue disciplinaire, entre le between and beyond. Alors ça, c'était animé, si je me souviens bien, par Peter Whitehouse et son équipe, un de nos membres canadiens. Alors, ils étaient très, très nombreux durant cette semaine, et ce n'était pas seulement de l'expression verbale. Toute cette équipe a intégré de nombreux moments musicaux, de danse, avec beaucoup de professionnalisme. Toute une gamme d'expressions artistiques a vu le jour à partir de 3 mots-clés: intergénérationnel, intergénératif et environnement. Ce qui nous amène aux notions de climat et donc de justice, la justice climatique, puis du design qui fait un retour par le postmoderne vers des aspects plus scolaires et académiques dans lesquels peuvent s'exprimer les aspects transgénérationnels de la transdisciplinarité. Et nous passons à notre dernière semaine. Quel monde pour demain pouvons-nous imaginer à la lumière de ce que nous a appris la pandémie du coronavirus, semaine coordonnée par Bassaram Nicolescu et moi-même? Ici, nous observons plutôt une forme de flèche orientée vers la droite. Cela dessine la direction d'un futur, dans la typologie occidentale, bien évidemment, futur qui se pose la question de la dérégulation et de savoir comment survivre dans un monde globalisé en accélération croissante depuis cette pandémie. Ne faut-il pas revenir au cœur de l'homme et à la sensibilité de son corps, car le corps ne ment pas, et le corps, alimenté par le cœur, dans une boucle rétroactive, dans un monde incertain, qui nous amène à faire des pas de côté, à regarder différemment, peut nous donner un espoir, une foi dans une révolution intégrale, transdisciplinaire, qui nous permettrait de proposer un nouveau parcours à venir. Et je vais laisser le mot de la fin de notre intervention à nouveau à Bénédicte. Merci beaucoup, Président. C'est pas fini. On va donc écouter la vice-présidente maintenant. Voilà, merci. Pour les mots de la fin. Au terme du congrès en ligne, les organisateurs des 5 semaines ont pu constater que cet événement a été très fructueux à divers égards. En voici une synthèse à partir de plusieurs thèmes, à partir de ce que le CIRET a pu vivre. Je commencerai par les points faibles. Le congrès a été un événement nouveau dans les échanges scientifiques sur la transdisciplinarité, dans la mesure où ils n'auront pas la continuité des échanges, contrairement
à un congrès en présentiel qui est vite oublié une fois terminé. Mais par son ampleur, beaucoup d'intervenants, avec des décalages horaires, des vidéos trop longues à écouter, un rythme soutenu, il n'a pas été possible jusqu'à ce jour de voir apparaître une définition de la transdisciplinarité et des méthodologies de recherche et d'études transdisciplinaires qui puissent être unifiées. Cela reste un travail commun, international, à faire à partir et à travers chaque discipline. J'insisterai sur les points forts. Le Congrès a renforcé la dynamique fédérative du CIRET, ainsi que son internationalisation. Si le CIRET jouit d'une forte influence dans les études transdisciplinaires, il n'en reste pas moins vrai que les modalités d'échange numérique dans le cadre du Congrès ont permis aux membres de se côtoyer plus régulièrement. Pour ce congrès, le CIRET a organisé des semaines consacrées à l'éducation, aux arts, aux moyens d'action et d'application de la transdisciplinarité et à l'enjeu de la transdisciplinarité dans le monde actuel. Certes, ce ne sont pas les seules branches de la connaissance représentées au sein du CIRET, mais ces 5 semaines ont été importantes car elles ont permis d'interroger de divers points de vue la créativité. Comment renouveler et recréer des pratiques de transmission des savoirs, des connaissances dans les diverses sphères de la vie sociale. Le CIRET, par les thèmes abordés dans les 5 semaines, a mis en valeur une exigence de créativité, tant dans les théories que dans les applications. Il faudrait néanmoins poursuivre les échanges pour savoir si la créativité peut être considérée comme un principe de la transdisciplinarité. La langue, le multilinguisme qui caractérise le congrès est-il un point faible ou fort? Lié à un manque de reconnaissance institutionnelle, il est clair que la transdisciplinarité est encore trop dépendante des recherches individuelles et passionnées. Pour des échanges plus subtils, il est important d'avoir des traducteurs et interprètes. Cela seul est garant d'une possible communauté de chercheurs internationale. Toutefois, le multilinguisme ne doit pas être effacé au profit d'une seule langue d'échange, même si, comme l'ont montré les semaines sur les arts, l'art peut apparaître comme un langage universel, porteur de transdisciplinarité. Les résultats? Eh bien, le congrès a véritablement servi de tremplin pour s'entendre sur la définition de la transdisciplinarité et sur les méthodologies propres aux études transdisciplinaires. Basarab Nicolescu appelait souvent les membres du CIRET à s'interroger sur la méthodologie. Le chantier est loin d'être terminé. Plus il y aura de consensus scientifique sur ces 2 points, plus la transdisciplinarité entrera dans les institutions. Comme nous l'avons déjà mentionné, le CIRET œuvre pour construire une communauté de chercheurs qui voient tous les enjeux sociétaux de la transdisciplinarité. Toutefois, il faut que les grands événements, tels que le Congrès international, facilitent cette construction et renforcent le sentiment d'appartenir à une communauté scientifique dont la démarche est autant éthique que spirituelle. Pour finir cette synthèse, tout en insistant sur les perspectives, rappelons que la transdisciplinarité nécessite, de manière urgente et non négociable, de s'entendre avant tout sur ce qu'on appelle réalité. Nous citons ici Basarab Nicolescu. We must distinguish between real and reality. Real means what it is. Reality is related to the resistance of our human experience. The real is, by definition, always hidden. Reality is available to our knowledge. We also need to give an ontological dimension to the concept of reality, to the extent that nature participates in the world's existence. Reality is not only a social construction, a community consensus, and intersubjective agreement, it also has a transsubjective dimension to the extent that a simple experimental fact can frustrate the most beautiful scientific theory. Nous souhaitons, pour finir, rendre hommage à la vision que Basarab Nicolescu propose pour la transdisciplinarité, comme un guide vers l'avenir, la transdisciplinarité et l'émergence d'une nouvelle humanité. Dans un exposé, il fait le lien entre l'épreuve du coronavirus, qui était justement le thème de la dernière semaine du CIRET, et sa proposition de développer une transdisciplinarité fortement durable, mise au service de l'accomplissement d'une culture universelle de la paix. Je vous remercie. Muchas gracias. Merci beaucoup au président du CIRET, le docteur HDR Florent Pasquier, et à la vice-présidente du CIRET, docteur Bénédicte Letellier. Nous avons aussi les représentants du CETRANS pour ce 3e congrès, ici présents Maria de Mello et Victoria Mendoza de Barros.
Et pour la transcomplexa, docteur l'émérite professeur Julieta Aidar, et pour Florence, l'émérite professeur Paulo Oreofici. Maintenant, la parole est aux différents pays. Muchas gracias por sus participaciones en este segundo bloque, que fue la presentación de los participantes de los 3 congresos mundiales de transdisciplinariedad.